Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. L'armée est une structure administrative relevant d'un général. Elle est constituée d'un nombre indéterminé de corps relevant d'un lieutenant général. Le corps se divise alors en divisions sous le commandement d'un major général. Il s'agit d'unités indépendantes regroupant l'infanterie, l'artillerie, l'approvisionnement, le génie, etc. 3 brigades dirigées par le brigadier général constituent la division. À son tour, la brigade est divisée en 4 bataillons sous les ordres d'un lieutenant-colonel. Un bataillon complet regroupe 36 officiers et 1000 hommes. Toutefois, en temps de guerre, on y retrouve rarement plus de 800 hommes. Ces effectifs sont divisés en 4 compagnies, chacune sous l'autorité d'un major. Une compagnie est constituée de 4 pelotons, sous un lieutenant, et elle regroupe 60 hommes répartis en 4 sections. En tout, 4 divisions canadiennes vont se présenter au front entre 1914 et 1918. La première division va traverser en octobre 1914. Elle sera rejointe par la deuxième en septembre 1915, alors que la troisième et la quatrième s'ajouteront au corps canadien en juin et octobre 1916 respectivement. Si les bataillons 1 à 17, ainsi que le Princess Patricia's Canadian Light Infantry partent avec la première division, le corps canadien ne contient pas moins de 260 bataillons à la fin de la guerre. Bien entendu, chaque soldat se distingue par son équipement et son uniforme. Alors, on poursuit avec l'information sur l'équipement, en fait, l'uniforme qu'un soldat pouvait porter lors de la Première Guerre mondiale. Ici, on se trouve devant Tiga, que j'ai affectueusement baptisé ainsi, devant un uniforme, donc une veste de l'armée canadienne, de l'infanterie. Pourquoi on pourrait dire de l'infanterie? Bon, souvent, on va y aller avec les pattes d'épaulettes. Donc, on a le INF de l'infanterie avec l'information Canada. On a aussi sur ses manches, donc on va avoir le double canon croisé qui vont mentionner l'infanterie. Ça répète l'artillerie. L'artillerie, ce serait souvent un canon. Donc, on va faire des badges, donc la même chose, des insignes, pardon, avec un canon. Et l'infirmerie, c'est le serpent avec la croix. Donc, chaque unité a sa propre insigne. L'uniforme ici, donc, souvent, c'est sous forme de laine assez épaisse. Donc, on parlait généralement des conditions de tranchée assez difficiles, de l'eau, la boue, le froid, la neige. Donc, on se retrouve avec un vêtement chaud, oui, mais aussi qui absorbe l'eau. Il faut quand même le prendre en considération. Donc, c'est un vêtement assez laineux. Donc, j'imagine qu'une fois trempe, 1, ça ne doit pas sécher facilement, et 2, ça doit être très lourd à porter. Aussi, lorsqu'on regarde l'uniforme de ce soldat, on voit donc sa ceinture de cartouches. Donc, il pouvait mettre les cartouches autant à l'avant qu'à l'arrière. Et on retrouve aussi ce qu'on appelle en anglais un lanyard. J'ignore le terme français, mais c'est en fait une double utilité. Il peut être totalement utilitaire, comme dans ce cas-ci, on a mis la clé, donc une clé de baraquement de tranchée, et un sifflet de tranchée. Le sifflet de tranchée, à quoi servait-il? Lorsqu'on appelle les sorties pour les attaques, donc l'officier en charge du tranchée va siffler, et ce qui lance l'assaut, en fait, de la compagnie complète. Et l'autre utilité de ce fameux lanyard peut être décorative, ou si elle est portée un peu des fois sous forme dorée ou différentes couleurs, dépendamment de l'unité des forces canadiennes.
On regarde aussi qu'il possède une ceinture, ce qu'on appelle aussi une snake belt. La snake belt canadienne, à cause de la forme de son serpent, en fait, on peut-être ne voit pas, mais c'est vraiment donc, le dessin d'un serpent qui relie la ceinture. C'est un modèle typiquement canadien aussi, utilisé par l'armée britannique. On retrouve aussi la baïonnette, donc la baïonnette qu'on appelle une baïonnette sabre dans ce cas-ci. C'est une baïonnette qui date un pattern en fait des années 1907 et qui va être utilisée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une arme qu'on a posée au bout du fusil, assez meurtrière, il faut l'avouer, mais en même temps d'une portée très très courte. Et aussi, donc, la dernière chose qu'on pourrait remarquer sur l'uniforme, c'est la casquette. Donc, on retrouve deux types de casquettes pour l'uniforme canadien, ce qu'on appelle le trench cap, donc la casquette de tranchée, qui est une casquette utilisée comme on voit ici. Donc, on porte dans le tranchée pour se promener lorsqu'on ne met pas son casque, avec, encore une fois de plus, l'insigne dédié soit à l'unité du Canada, si on se retrouve dans un bataillon anglais, ou à son unité propre, comme pourrait être, par exemple, l'infirmerie, le corps de dentiste, des choses comme ça. Donc, toutes les unités de l'armée. L'autre casquette qu'on peut retrouver, c'est une service cap, donc une casquette de service, qui sont généralement les casquettes de parade qu'on va utiliser plus une fois revenu du front. Mais généralement, l'uniforme que le soldat canadien porte dans le tranché, c'est celui-ci. Donc, assez complet, d'ailleurs en très bon état. Et on voit même que celui-ci donc, a été décoré à 2 reprises. Donc, a été décoré de la médaille du roi et de la médaille de la victoire, offerte justement aux compagnies vainqueurs, en fait, à l'armée vainqueur. Chaque allié recevait cette médaille, donc la médaille de la victoire, dédiée à la victoire de la Première Guerre mondiale en 1918. On a vu brièvement l'uniforme canadien. Donc, peut-être un élément qu'il faudrait souligner, c'est que l'uniforme canadien a évolué avec le temps. Donc, bien évidemment, au début, lorsqu'on part à la guerre, on part avec un uniforme un peu de moindre qualité, souvent qui va se détériorer facilement dans les conditions là-bas. Un exemple qu'on pourrait donner par rapport à un uniforme pas adapté, en fait, souvent c'est l'exemple qu'on donne, c'est l'exemple de l'uniforme français. Une veste bleue marine et un pantalon rouge. Souvent, les gens ont entendu cette anecdote-là. Les pantalons rouges étaient très simples. C'était dans la guerre de la fin des années 1800, lorsqu'on se tirait un peu à la guerre napoléonienne, face à face. Donc, si on est blessé à la jambe, on ne le voit pas. Le rouge sur rouge, le sang ne paraît pas. Donc, c'est une façon un peu de tromper l'ennemi. Mais pas besoin d'être la tête à Papineau pour comprendre que dans le bois ou dans un tranché, une paire de culottes rouges qui court, c'est un peu plus facile à prendre. Justement, en faisant ce parallèle avec les Français, on a ici le drapeau français, donc de la Première Guerre mondiale, le drapeau britannique. En fait, c'est le drapeau utilisé par le Canada à l'époque, ce qu'on appelle le Red Ensign. Pourquoi? C'est que lors de la Première Guerre mondiale, le Canada n'a pas de drapeau officiel comme on le connaît aujourd'hui avec la feuille d'érable. Donc, on retrouve l'Union Jack et on lui appose donc le drapeau des 9 provinces. Le drapeau des 9 provinces, il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, encore là, Terre-Neuve ne fait pas partie des provinces du Canada. Donc, pourquoi on l'appelle le drapeau des 9 provinces? On retrouve l'effigie des 9 provinces, la couronne royale à son haut, ainsi que le castor, donc doré au bas, pour représenter plus l'emblème du Québec ici et un peu l'emblème du Canada globalement aussi. Si on continue à descendre un peu plus bas, donc on arrive au casque. Donc, bien évidemment, on part à la guerre avec un uniforme, mais lorsque la guerre devient une guerre où on stagne, où on va dans les tranchées, donc on va se creuser un trou et au lieu de devenir une guerre où on se tire de face à face, on va se tirer par en haut. Donc des tirs d'obus, des tirs de mortier. Et donc, pour se protéger, on va créer le casque. Parce qu'il faut savoir que l'ensemble, en fait, la grande majorité des blessures lors de la Première Guerre mondiale devient des obus et à la tête, on parle qu'environ 88 % des blessures à la tête sont mortelles. Le casque devient donc un incontournable. Les Français vont développer ce petit casque ici qu'on appelle le casque Adrian. Donc, le casque Adrian est un casque rond, donc avec une bordure seulement à l'avant et à l'arrière, et avec un cimier sur le dessus. Il y a un peu l'image d'un casque qu'on pourrait retrouver au Moyen Âge. Donc, on s'inspire beaucoup des casques de la cavalerie. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, le casque ne servait pas nécessairement à arrêter directement une balle, mais plutôt à absorber le choc. C'est pour ça que le cimier sur le dessus, donc si nous recevons un obus directement sur le dessus de la tête, le cimier est fait pour être écrasé et c'est le casque qui absorbe le coup et non directement le casque vis-à-vis la tête.
Donc, c'est vraiment une technique qui va être utilisée. Le problème avec ce casque-là, c'est souvent il est peu efficace et les Britanniques, même s'ils vont l'utiliser au début, vont trouver que le taux de réussite du casque, en fait, est complètement ridicule. Pour contrer à ça, on va créer le casque britannique, donc un casque rond et vraiment avec une bavette, en fait, j'appelle ça une bavette, mais vraiment avec une protection tout le tour. L'idée est simple, c'est qu'on voulait protéger un peu le tourage de la tête ainsi que le dessus des épaules. Peu confortable, on se l'avoue, l'intérieur du casque est quand même, c'est seulement donc, une feutrine et une cuirette, et on va lui apposer une ganse pour le maintenir sur la tête. Donc, comme je vous dis, le casque n'est pas là pour arrêter directement une balle, mais seulement pour absorber ou pour diminuer les coups mortels à la tête. Donc, tout à l'heure, on parlait du casque, donc, qui servait à soit protéger des obus ou soit aussi protéger des pluies, des résidus d'obus. Il faut savoir que lorsqu'un obus atterrit dans le sol, l'explosion, en fait, ce qui en est expulsé, les roches, la terre, tout ça, souvent, ça peut être un peu une cause aussi de blessure et même jusqu'à la mort. On revient à une casquette de tranchée. Donc, ici, c'est une casquette de tranchée de l'artillerie. Comme mentionné, l'artillerie possède vraiment un médaillon typique d'un canon. Donc, on parlait de l'infanterie tantôt sur l'uniforme, où on voyait des carabines croisées. Vraiment, l'infanterie, typiquement le canon. On revoit aussi donc des insignes d'épaulettes. Donc, des insignes d'épaulettes au nom du Canada. Donc, chaque soldat est identifié à son pays d'origine, en fait, à sa colonie dans le cas de la Grande-Bretagne. On retrouve aussi des insignes de casquette qu'on retrouve ici, qui sont généralement attribués au régiment auquel on occupe. Est-ce qu'on a le régiment de Maisonneuve, les fusiliers du Mont-Royal, les fusiliers de Sherbrooke, le 22e bataillon? Est-ce qu'on est, en fait, à qui on est attribué? Et en lien avec ces insignes de casquette, souvent, on va retrouver les insignes de collet. Donc, ce qu'on appelle des pattes de collet, qui sont vraiment apposées au collet, au col de l'uniforme. Et c'est la même chose, c'est pour identifier le soldat à son régiment, à son bataillon. Le casque britannique, comme on a vu tout à l'heure, en fait, est exactement le même modèle que les Américains vont reprendre. En fait, ici, c'est un casque américain. En fait, il n'y a pas grand-chose de différent. En fait, il n'y a absolument rien de différent avec le casque britannique. On va reprendre le même modèle et on va seulement le solidifier. On va changer le métal généralement pour le rendre plus solide. On va essayer de l'adapter aux conditions de la guerre puisque les Américains vont entrer en guerre beaucoup plus tard. Mais le casque, le modèle du casque reste pareil. Pourquoi on dit que c'est un casque américain? Bon, c'est le flash du casque, donc c'est l'information qu'on a dessus qui représente un régiment américain. Ce qu'on peut aussi constater ici, donc, c'est les cannes d'officiers. Les cannes d'officiers aussi est un élément très important pour l'armée. Lorsqu'on se promène sur le champ de bataille, donc, on a chaque officier, généralement, a sa canne. Et encore là, dans le bout du pommeau, on va mettre l'information du régiment auquel il appartient. Est-ce que c'est les fusiliers de Victoria? Est-ce que c'est seulement l'armée générale? Est-ce que c'est le corps de médecins? Donc, on va mettre une information au bout de la canne. Aussi, ce qu'on peut retrouver, donc, ce sont des bâtons d'officiers supérieurs. Comme celui-ci, ça, c'est vraiment un très, très, très bel exemple. Il manque le bout en bois. Donc, c'est un bâton probablement même en argent massif. C'est assez lourd. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc, le bout de bois n'est pas aussi long. Donc, le bout de bois qui irait aussi au bout du bâton, je dirais, c'est environ cette longueur-ci. Donc, c'est quelque chose d'assez court. Et l'idée était de ne pas marcher avec, mais c'est seulement de l'avoir sous le bras. Donc, on marche constamment avec, on tient le bâton et on a le petit bout qui dépasse à l'arrière. Donc, c'est vraiment une question d'apparat, beaucoup plus qu'une question d'utilité, le bâton comme ça. Et en même temps, ça donne une idée du rang à lequel nous sommes. Un autre élément aussi très important de l'équipement réside dans le masque à gaz. La Première Guerre mondiale va être la première occasion où on va mettre sur place, en fait, une attaque au gaz. On a parlé tout à l'heure un petit peu de la baïonnette, qui était une arme assez meurtrière. Dans les tranchées, ça coûte, bon, on n'a pas de munitions à prendre, on va prendre la baïonnette. Les tirs d'obus, l'artillerie est aussi un élément très important et très meurtrier pendant la Première Guerre mondiale, mais il ne faut pas, en fait, négliger la présence des gaz. C'est pour ça qu'on va introduire pour la première fois, en fait, dans l'armée, le port du masque. Le masque qu'on a ici provient de M. John Jenkins Penhale. C'était le sien qu'on retrouve. Donc, assez rudimentaire. Donc, c'est vraiment une enveloppe de tissu. Et on va lui apposer les lunettes, en fait, pour voir. Et dans le tube, donc, il va y avoir une canne pour filtrer l'air qu'on va prendre. Il est fort à parier, en fait,
que les cannes à l'intérieur possèdent de l'amiante pour l'aspect filtrant. Comme M. Penneil travaillait dans les mines d'amiante, et c'est pas rare justement qu'il utilisait ce produit-là. Pour la guerre aussi, c'était très utilisé pour ses propriétés anti-inflammables. Et donc, on prétend que dans la fabrication des masques à gaz et dans les filtres en fait, de masques à gaz, il y avait présence d'amiante. Donc encore là, on revient un peu à tout ça. Donc M. Penneil, qui travaille pour la mine, part à la guerre, on voit que c'est deux milieux qui se mélangent ensemble, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc on a vu la question de l'équipement, mais l'équipement ne serait rien sans l'armement. Donc le Canada a bien évidemment eu son armement propre, principalement via la Grande-Bretagne. Mais si on prend ici une outil un peu particulière, donc c'est un couteau américain, ce qu'on appelle un plomb Saint-Louis. C'est un couteau avec une largeur assez différente d'une baïonnette normale, traditionnelle. L'utilité qu'il en avait, c'est souvent dans les échanges, donc dans les tranchées, les gens s'échangeaient des objets, et ça fait partie de ça. Et le couteau plomb Saint-Louis servait à creuser dans les tranchées. Donc, d'où justement sa largeur. Donc, on peut s'en servir un peu comme une pelle où c'était plus difficile d'accès, un accès qu'on n'avait pas avec une pelle normale ou un pic. Pour l'armement aussi, le Canada a eu une certaine difficulté. C'est que durant la guerre des Boers, donc à la fin des années 1800, le Canada n'est pas en mesure de s'équiper des carabines britanniques Lee Enfield. Le problème qu'on va avoir, c'est que la compagnie qui fabrique ces carabines-là refuse d'installer une filiale au Canada, justement pour fournir l'armée canadienne avec ces fameux Lee Enfield. Donc, le premier ministre de l'époque, Wilfrid Laurier, va demander à son ministre de la Milice, Frederick Borden, les possibilités qu'on peut avoir pour justement alimenter l'armée canadienne en armement. L'idée qu'on a, c'est d'inviter un monsieur qui s'appelle Charles Ross, donc un aristocrate et inventeur britannique. Et lui, en fait, il créait déjà le fusil qu'on appelait le Ross Rifle, donc le fusil Ross. Et c'était un fusil pour le tir sportif, pour le tir de compétition, pour la chasse. C'est un fusil très, très réputé pour sa précision. On va demander à M. Ross, justement, de créer un fusil militaire et de l'adapter à ce monde militaire-là. Et on va lui-même lui proposer d'ouvrir une usine directement sur les plaines d'Abraham, chose qui sera faite. Donc, autour de l'année 1907, on bâtit l'usine Ross Rifle au plein cœur des plaines d'Abraham et on va commencer une production d'armement. Parmi ces armements, donc, on va retrouver les baïonnettes. On va créer des baïonnettes Ross Rifle aussi, avec l'étui. Tout ça est fabriqué à Québec et on va fabriquer aussi le fusil Ross. Le problème avec le fusil Ross, c'est qu'on va le soumettre à des comparatifs avec le Lee Enfield. C'est-à-dire qu'on va établir un barème, donc un critère de comparaison, la cadence de tir, le poids, la longueur, la maniabilité du fusil. Et on va les soumettre les deux, le Lee Enfield, le fusil Ross. Sur le comité se trouve un personnage qui s'appelle Sam Hughes. Et Sam Hughes, lui, a vraiment un amour inconditionnel pour le fusil Ross, au point tel où le comité va même accorder, en fait, carte blanche à M. Ross pour la fabrication des armes, même si les tests et tous les titres de comparaison donnent raison au Lee Enfield, et ce, haut la main. Même si la production des fusils Ross bat son plein, c'est maintenant la Grande-Bretagne qui presse le Canada d'adopter les Lee Enfield. En fait, la raison est simple, c'est que pour la Grande-Bretagne, le fusil Ross est un échec total. Donc, ils ne sont pas satisfaits des résultats de ce fusil et ils vont presser le Canada, donc sa colonie, à adopter le fusil Lee Enfield. On se retrouve donc avec la situation inverse du début, où maintenant, c'est le Canada qui refuse d'abandonner son fusil. Le fusil Ross Rifle, le fusil Ross est tellement dévalorisé par les soldats que durant la bataille d'Ypres, donc de avril à mai 1915, les soldats de la 1e division canadienne vont abandonner leur fusil et ils vont prendre le fusil des soldats britanniques qui sont morts au combat à cause des gaz. Donc, ça peut vous dire la mauvaise réputation que le fusil a. Au front, en fait, on critique à peu près tout de ce fusil. Son poids, le poids est environ 9 livres, sa longueur, 1,5 m avec la baïonnette. Donc, imaginez dans un tranchée où déjà il n'y a pas beaucoup de place, où il ne faut pas trop non plus se montrer la tête au-dessus du tranché, se promener avec un fusil de 1,5 m. Donc, le fusil est vraiment malmené par tout le monde, mais il y a une personne dans tout ce comité et dans toute cette organisation-là qui continue à défendre le fusil Ross Rifle, et c'est Sam Hughes. Sam Hughes refusera toujours d'admettre que le fusil Ross Rifle, en fait, était un échec. Il dira même au Parlement
que sa situation politique va demeurer ou tomber en même temps que le fusil. Ironie du sort, à l'été 1916, plus précisément en juillet, on change l'entièreté de l'équipement Ross pour instaurer des Lee Enfield dans l'armée canadienne. Et en novembre 1916, donc quelques mois après ce changement, Borden, le premier ministre Borden, démet Hughes de ses fonctions et lance par le fait même le compte à rebours de l'usine Ross Rifle. Le compte à rebours du démantèlement de l'usine Ross étant entamé, son expropriation s'effectue en mars 1917. En dédommagement, le gouvernement canadien lui octroiera à Charles Ross et à sa succession 2 millions de dollars pour démanteler l'usine sur les plaines d'Abraham. En tout et partout, l'usine aura produit environ 420 000 fusils, ayant servi autant pour les forces canadiennes que les forces britanniques, puisque les forces britanniques auront acheté un certain nombre de fusils. Malgré sa mauvaise réputation pour un enrayage facile et le fait que dans la boue, le fusil Ross était très médiocre, en fait, il demeure un fusil de chasse et un fusil de tir de compétition excellent. Même certaines compétitions plus tard, dans les années 20, 30 et 40, vont abolir l'utilisation du fusil Ross, étant trop fort justement pour le tir de précision. Mais malgré cette réputation-là, il y a une seule anecdote qui subsiste face au fusil Ross, et c'est celui de 1906 où le sergent-major Baldridge, en voulant faire un tir d'exercice, reçut le verrou directement dans un œil, le rendant aveugle justement de cet œil grâce à cet accident. Malheureusement, c'est l'anecdote principale qui demeure sur ce fusil. En terminant, ceci n'était qu'un survol de ce qu'on aurait pu faire pour la Première Guerre mondiale. En fait, ce conflit s'éternisant de 1914 à 1918, donc sur 4 ans, on aurait pu en parler des heures et des heures. C'est tout de même un conflit qui aura amené plus de 18 millions de morts, des conséquences en fait insoupçonnées depuis le début. En fait, même encore aujourd'hui, on peut se ressentir de certaines conséquences de la Première Guerre mondiale. Et si on recule, la Deuxième Guerre mondiale est le résultat direct des conflits qui n'ont pas été réglés en 1918 via le traité de Versailles. Ce traité qui a été une humiliation pour l'Allemagne et qui justement va amener le peuple allemand à se révolter et amener peut-être le réarmement qui va donner la Deuxième Guerre mondiale. Lettre tirée du journal Le Canadien du 5 octobre 1916. C'est le soldat Joseph Frenette qui écrit à son frère de la région de Thetford, M. Alfred Frenette, propriétaire du journal Le Canadien. Extrait de la lettre. Personne ne saurait dire au juste quel est le nombre de ceux qui dorment, pour toujours, dans cette terre européenne qui est devenue méconnaissable par les obus et les engins de guerre de toutes sortes qui y font de ravages depuis plus de 2 ans. Et ce massacre continue toujours. C'est à qui inventerait la machine la plus instantanée et la plus foudroyante. C'est à qui ne céderait pas le premier. Et c'est par l'orgueil et la fantaisie d'un homme que cela a commencé. Et c'est maintenant toute l'Europe qui en est aux prises et des milliers d'hommes tombent chaque jour. Il n'y a donc pas assez de vies de sacrifier. Il n'y a donc pas assez de sang de verser. Il n'y a pas assez de pleurs, de souffrances et de gémissements. Il n'y a donc pas assez de veuves et d'orphelins. Il n'y a donc pas assez de prières et de supplications. Il n'y a donc pas assez de martyrs pour arrêter ce fléau dont souffre toute la terre.